Le 1er août 1936, sous la supervision du théoricien Karl Diem et à la demande d'Adolf Hitler, le régime nazi instaure pour la première fois de l'histoire des Jeux Olympiques un relais avec l'apparition de la toute première torche. Cette torche, elle est assez basique, 70 cm de haut, acier argenté avec le manche gravé du parcours, des anneaux et de l'aigle allemand, avec une petite coupelle sur le dessus et c'est tout. Elle est partie d'Olympie pour arriver à Berlin. En tout, il y a eu 3075 porteurs pour la flamme pour une distance de 3075 km. Mais Hitler, lui, la torche, il s'en fiche un peu. Il s'en fiche de l'objet. Lui, ce qui l'intéresse là-dedans, c'est que ces Jeux Olympiques représentent une opportunité incroyable pour montrer la domination de la suprématie de la race aryenne. C'était la vitrine parfaite pour mettre en avant ces idéologies devant le monde entier. Les nazis ont utilisé les parades et les rassemblements pour attirer les jeunes Allemands dans le mouvement dans le but de glorifier le Troisième Reich. Grâce à ça, il offre au monde l'image d'une Allemagne pacifiste et tolérante. Malgré cette période un peu sombre, la couverture médiatique a tellement bien marché que ça fait plus de 90 ans qu'on assiste aux mêmes cérémonies et aux mêmes relais, avec un changement de torche à chaque édition. Bon, je vais pas toutes vous les faire, mais il y a eu Rio, Barcelone, Amsterdam, Tokyo, Rome, Mexico, Montréal, et ma préférée, celle de Londres en 2012, imaginée par le duo de designers londoniens Edward Barber et Jay Osgarby. Mais cette année, en 2024, tout change. La torche est totalement différente, et c'est le designer français Mathieu Lehanner qui en est l'auteur. Et avant que je vous raconte comment il s'y est pris pour dessiner cette torche et quelle a été sa réflexion derrière, on va d'abord voir pourquoi on a gardé la torche comme symbole des Jeux Olympiques alors que c'est l'invention du régime nazi. Le mardi 16 avril 2024, la cérémonie des JO de Paris a eu lieu. Elle s'est déroulée comme le veut la tradition, qui nous vient des Jeux antiques et qui a commencé il y a plus de 2800 ans, en moins 776 avant JC. À l'époque, la flamme était générée par les rayons du soleil et restait allumée pendant toute la durée des Jeux dans un sanctuaire d'Olympie, le Prytanée. La flamme est allumée par la grande prêtresse, implorant devant les ruines du temple d'Héra avec l'aide d'Apollon, dieu du soleil, afin que sa torche s'allume grâce aux rayons du soleil recueillis dans un miroir parabolique. La flamme est ensuite placée dans une urne, transportée par Hestiada, la gardienne du feu de la cité, qui ensuite va remettre la flamme au premier relayeur, accompagné d'une branche d'olivier, symbole de paix. Et cette année, c'est le champion du monde d'aviron, Stefanos Touskos, qui est le premier relayeur, suivi de la nageuse française Laure Manodou. Et si jamais vous vous demandez pourquoi une torche pour symboliser les jeux plutôt que tout autre objet, c'est qu'en tant qu'objet, la torche, ou le flambeau, c'est rempli de messages et d'histoires. Alors pour comprendre la symbolique du flambeau, il faut d'abord comprendre la symbolique de la flamme, qui est en général associée à la mémoire de quelqu'un ou quelque chose. Sa lumière réanime le souvenir d'un événement, d'une personne ou d'une tradition. Par exemple le cas pour la flamme qui brûle continuellement sur la tombe du soldat inconnu. Quant au flambeau, lui, il a beaucoup plus de significations. La première, c'est l'espoir et la liberté. Il incarne la possibilité de surmonter l'obscurité et les difficultés pour atteindre un avenir meilleur. Il est souvent associé à des idées telles que la libération, l'émancipation et la révolution. Donc c'est pas pour rien que la statue de la liberté brandit une torche. Il est également symbole de guidance et de direction. Comme il sert principalement à éclairer le chemin, il est souvent associé à la conduite vers un but ou vers un idéal. Et à l'époque de la préhistoire, c'est le premier élément qui nous a permis de porter le feu, pour se déplacer et avancer dans le noir afin de voir s'il n'y avait pas d'ours dans les grottes. Ou même prévenir quand la nuit va tomber. Ça va être tout noir! Ta gueule! Ça va être tout noir. Ta gueule! Le flambeau, il est également synonyme de célébration et de victoire. Il incarne la joie, le triomphe, la gloire. Ou inversement, la défaite. Par exemple, dans Koh-Lanta, t'es toujours dans le jeu tant que ton flambeau n'est pas éteint, et le dernier flambeau allumé symbolise la victoire. Et enfin, il peut aussi symboliser la transmission et l'héritage. En passant le flambeau d'une génération à l'autre, il représente la continuité des connaissances, des valeurs et des idéaux. Il est souvent associé à l'idée de perpétuation et de préservation des traditions ou d'idéaux importants. Les porteurs sont de sortes de mini-guides, pas toujours très nets, mais tout de même suivis par le monde entier pour nous montrer le chemin et réunir les peuples. Donc au début, l'idée de Karl Diem pour créer une torche ne venait pas de nulle part. Il savait très bien ce qu'il faisait, il a trouvé l'objet parfait pour symboliser la réunification des peuples. C'est un symbole hyper fort, extrêmement reconnaissable, devenu iconique. Alors même si son passé peut sembler noir et ultra sombre, la torche olympique est gardée pour tout ce qu'elle représente. Même si le CIO, le Comité International Olympique, fait tout pour cacher son passé. Et parmi les différentes actions mises en place, il y a le fait de faire intervenir des designers pour créer de la nouveauté, et avoir des objets uniques, avec un sens, un message caché, qui raconte une vraie histoire. Par exemple, celle de Londres, dont je vous parlais dans l'introduction, a plus de 8000 perforations pour représenter les 8000 porteurs de flammes. Chaque forme veut dire quelque chose et chaque choix doit être justifié. Et vous allez voir que la torche dessinée par Mathieu Lehanner regorge elle aussi de messages cachés. 6 mois de travail.
C'est le temps qu'il a fallu à Mathieu Lehanner pour faire ses premières esquisses, les premières maquettes et le premier prototype pour être sûr de son unique proposition lors de l'appel d'offres public. J'insiste sur le unique proposition, car traditionnellement, en école de design, on nous apprend à faire 3 propositions pour montrer différentes pistes de réflexion. Mathieu, lui, en a fait une seule. Non pas par manque de temps ou manque d'envie, mais que pour lui, c'est un non-sens d'en faire plus. Et il a raison. Quand vous allez chez le médecin, il ne vous fait pas plusieurs diagnostics. Il vous dit ce que vous avez, vous prescrit une solution logique et vous êtes soulagé. Si c'est pas le cas, changez de médecin. Donc Mathieu se voit comme un médecin. Une seule bonne proposition pour répondre à la demande. 6 mois, ça peut paraître complètement démesuré et hyper long pour faire des dessins sur une feuille, mais en fait pas tellement, car il a fallu tout réinventer de zéro. Le designer est totalement sorti de l'image mentale qu'on se fait d'une torche. Il est sorti de la forme très traditionnelle du flambeau, qui se rapproche plus de la massue très médiévale, qui sous-entend un esprit de conquête et de colonialisme. Au lieu d'aller dans cette direction que tout le monde a suivi depuis le début des jeux, il est allé vers une forme symétrique. Plus douce, plus ronde, remplie de sens cachés. Parce qu'en design, on ne part jamais d'une feuille blanche. Enfin, pas totalement. On a toujours des inspirations, des histoires à raconter, des formes qui nous attirent et un contexte qui nous parle. Et c'est ce qu'a fait Mathieu. Il s'est inspiré des 3 marqueurs des JO de Paris 2024. Le premier, c'est l'égalité. Car pour la première fois dans l'histoire des jeux, il y aura autant d'athlètes femmes que d'athlètes hommes. Alors pour symboliser cette égalité, Mathieu a logiquement pensé à une torche de manière symétrique, autant dans l'axe horizontal que dans l'axe vertical. Comment on donne forme à l'égalité ? C'est devenu ce principe de symétrie. Alors symétrie évidemment droite-gauche, ça va, mais symétrie aussi haut et bas. Ensuite il y a l'eau, parce que la torche va arriver par la mer Méditerranée à bord du Belém. Elle fera tout le tour du globe pour visiter quasiment tous les océans. L'eau est aussi bien évidemment au cœur de Paris, qui ne pouvait pas organiser des jeux sans que la scène y joue un rôle principal. C'est pour ça qu'on va retrouver des effets d'onde sur la partie basse de la torche qui reproduisent les vagues, les clapotis et le mouvement de l'eau, ainsi que les reflets de la lumière à sa surface. Puis enfin, il y a l'apaisement. Depuis la Grèce antique, le feu sacré de la flamme olympique porte un message d'unité auprès des peuples et des nations. Alors le design général de la torche transmet un message de générosité et de fraternité par ses courbes et ses arrondis. Il était important pour moi d'essayer de retrouver une sorte de paix dans cet objet, une sorte d'apaisement, de cohésion. La torche, c'est vraiment c'est la clé d'entrée des jeux. Voilà de quoi Mathieu est parti. L'égalité, l'eau et l'apaisement. À eux seuls, ces 3 mots ont dessiné la torche. Et au final, quand vous prenez du recul et que vous analysez d'un peu plus près la torche, vous voyez que sa forme, au final, n'est que l'accumulation de sens, de questionnements et de petites attentions et d'histoires. La forme d'un objet, c'est le fond qui remonte à la surface. Sauf que c'est bien beau, dit comme ça. Sur le papier, tout fonctionne. Mais encore faut-il passer du concept à la réalité. Et c'est là que tout se complique, mais c'est aussi la partie la plus intéressante. Et ne vous fiez pas à la simplicité extérieure perçue de la torche, car vous allez voir que c'est toute une usine qui s'est mobilisée pour la réaliser. Mais avant, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous savez faire une omelette ? En design, comme en cuisine, il y a une fausse simplicité qui est constamment présente. Par exemple, tout le monde pense savoir faire une omelette, et pourtant, si on écoute Philippe Etchebest, il y a très peu de gens sur Terre qui savent réellement la faire. Et alors en même temps, pour débuter l'émission, vous allez demander de cuisiner une omelette. Mais pourquoi l'omelette ? C'est un vrai test, l'omelette ? L'omelette, c'est certainement le plat le plus compliqué à faire, techniquement. Ah oui. Bien sûr, c'est vrai. Expliquez-nous. J'entends souvent des gens dire, moi je sais pas cuisiner, mais je sais faire l'omelette. Oui. C'est plutôt l'inverse en général. Une omelette, si on doit la réaliser dans les règles de l'art, elle doit être oblongue, elle doit avoir une couleur uniforme, blond, très léger, et surtout pas un pli. Vous voyez, il faut que ce soit hyper lisse. Après, c'est une vraie technique. Donc, il y a une température à respecter. Il y a une technique dans le geste qui est très important. Si je fais le parallèle avec la cuisine, c'est que c'est quasiment le même monde. Beaucoup de gens pensent que si l'objet est simple visuellement, c'est qu'il est très facile à faire. Sauf que c'est tout l'inverse. Vous allez voir que la simplicité peut être la meilleure réponse à la sophistication. D'ailleurs, le designer Oreito appelle ça la simplexité. Pour la fabrication de la torche, il a fallu respecter un cahier des charges qui comporte 2 types de contraintes très strictes imposées par le CIO. La première, c'est que la flamme ne peut pas et ne doit pas s'éteindre. Un vent de face, une petite averse, un orage ou même un ouragan, peu importe, la flamme doit impérativement résister. Et la seconde, c'est sur les dimensions et le poids. La torche doit pouvoir être portée par tout le monde, notamment les enfants. Alors Mathieu Lehanner a dessiné une torche en acier de 0,7 mm d'épaisseur pour un poids de 1,5 kg. Le tout mesure 70 cm de haut et 3,5 cm de diamètre en haut comme en bas. Maintenant, on va regarder comment est fabriquée cette torche. Vous allez voir, c'est assez fascinant. Je viens de vous dire que l'épaisseur de la torche faisait 0,7 mm, mais comme les tôles en métal ne poussent pas dans les arbres, il faut les fabriquer. Donc dans un premier temps, il faut couler la matière première, que ce soit de l'acier ou de l'aluminium, pour faire des gros blocs, qui seront ensuite laminés afin d'avoir des feuilles plus ou moins fines.
exactement comme un laminoir de boulanger qui vient affiner au fur et à mesure sa pâte à croissant. Ces feuilles sont ensuite roulées pour faire d'énormes rouleaux afin de faciliter le transport et le stockage. Ces rouleaux sont ensuite déroulés et coupés pour créer des tôles. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Une fois qu'on a notre tôle de la bonne épaisseur, on va venir la placer sur une table de découpe laser afin d'avoir les premières pièces. Ce que vous êtes en train de voir à l'écran en ce moment, c'est le corps de la torche qui n'est pas encore formé. Alors pour lui donner sa forme cylindrique, on va venir placer les plaques dans une emboutisseuse. C'est une machine qui va leur donner leur forme finale. C'est exactement le même procédé que pour faire une casserole. On vient écraser la tôle en métal avec une presse pour lui donner la forme souhaitée. Ensuite, les deux parties qui sont symétriques sont soudées, puis découpées par un laser tube qui va venir enlever le surplus et ajouter des perforations de finition. La partie basse, elle, a une étape en plus, à cause de son aspect ondulé. On va tout simplement venir plaquer la pièce sur une contreforme. Y a rien de plus simple et c'est assez fascinant à voir. Ces deux pièces partent ensuite en peinture et en polissage avec des traitements de surface pour les rendre plus coriaces aux intempéries, aux chaleurs et aux manipulations. Vient ensuite l'assemblage où on va venir placer le brûleur à gaz qui sert à maintenir la flamme en vie. En tout, c'est des centaines de personnes qui ont été mobilisées pour cette torche et ce sont plus de 10 composants qu'il faut assembler pour obtenir l'objet final. Au total, il y aura plus de 2000 torches produites par les usines d'ArcelorMittal. 1500 pour les relais olympiques et 500 pour les paralympiques. C'est beaucoup, hein? Ça paraît énorme, 2000 torches. Mais dites-vous que c'est 5 fois moins que dans les précédentes éditions. Parfois, il y avait 10 000 torches, 15 000 torches qui étaient faites tous les 4 ans, uniquement pour faire un relais. Alors si vous voyez encore la torche olympique comme un objet assez inutile et qu'un simple bâton aurait suffi, bah vous avez raison. Tout comme la croix de Jésus n'est strictement qu'une croix. Mais c'est l'histoire et sa représentation qui en ont fait un symbole auquel des millions de gens sont attachés encore aujourd'hui. Sans l'histoire, pas de symbole. Et sans symbole, il n'y a pas de raison pour qu'un objet puisse exister. Alors oui, on aurait pu faire une torche plus simple, plus basique, sans se prendre la tête. On aurait pu faire appel à des ingénieurs, qui auraient mis l'accent sur la fonction pure et dure et la résolution de problèmes techniques. Mais tout l'intérêt d'avoir fait appel à un designer, c'est de faire un objet iconique et remarquable. Son rôle, c'est de se concentrer sur le sens de l'objet, son esthétique, son ergonomie et sa conception. Voyez-le comme un chef d'orchestre. Il a une vision et il dirige l'ensemble du projet avec précision en harmonisant chaque élément pour créer une symphonie visuelle cohérente qui laissera une trace dans l'histoire. Si t'as regardé la vidéo jusqu'au bout, c'est que le design t'intéresse un minimum ou que tu es peut-être même designer. Alors si c'est le cas, tu peux télécharger mon guide complet de la prospection pour te permettre de trouver des clients plus qualifiés et de te construire une carrière de designer stable et rentable. Si ça te tente, c'est gratuit, c'est le premier lien dans la description. On se retrouve tout de suite de l'autre côté et pour les autres, je vous dis à plus tard. C'était Hugo, salut.